Parmi les choses qui attirent de nombreux scientifiques vers leur profession, il y a l'excitation de découvrir quelque chose de complètement nouveau. Vous pouvez imaginer l'enthousiasme de la communauté scientifique lorsque le grand collisionneur de hadrons a récemment découvert quelque chose de totalement nouveau. L'objet découvert est si inaccessible que certains scientifiques l'ont qualifié de fantôme. Qu'est-ce que le collisionneur a découvert récemment? Pourquoi a-t-il été caché pendant si longtemps? Dans cette vidéo, sur les merveilles du cosmos, les scientifiques viennent d'affirmer que le grand collisionneur de hadrons a découvert quelque chose pour la toute première fois. De nombreuses personnes vivent au quotidien sans connaître l'existence du grand collisionneur de hadrons, mais les découvertes faites par cet énorme appareil ont un impact sur le monde entier. Prenez par exemple la dernière particule que les scientifiques ont découverte pour la première fois avec l'aide du LHC. Le grand collisionneur de hadrons, LHC, est l'accélérateur de particules le plus grand et le plus puissant jamais construit. Il s'agit d'un tunnel circulaire souterrain d'une circonférence d'environ 20 km qui a coûté plusieurs milliards de dollars. Il est situé en Suisse, au CERN, le laboratoire européen de physique des particules. Mais qu'est-ce qu'un accélérateur de particules et pourquoi est-il considéré comme nécessaire? Il s'agit d'un dispositif qui accélère des particules subatomiques à une énergie énorme dans un environnement contrôlé, ce qui permet aux scientifiques d'étudier l'interaction qui s'ensuit. Essentiellement, le LHC permet aux scientifiques de tester les prédictions théoriques et de déterminer si elles comportent des failles. Le LHC peut être utilisé pour recréer des situations telles que celles qui se sont produites dans le milliardième de seconde du Big Bang, y compris celles qui n'ont jamais existé naturellement depuis quelques microsecondes après le Big Bang. Cette installation est si importante pour l'étude scientifique moderne que s'il y a une histoire impliquant des particules subatomiques, le LHC y sera presque certainement inclus. Aussi, lorsque les journées du monde entier ont annoncé que des scientifiques avaient découvert pour la première fois des particules fantômes à l'intérieur d'un briseur d'atomes, le matériel qu'ils utilisaient était clair, les neutrinos étant notoirement difficiles à détecter. Cette découverte a fait la une des journaux. La particule de neutrinos en question offre une toute nouvelle perspective aux scientifiques qui effectuent des recherches subatomiques, les rapprochant un peu plus de la compréhension des fonctions que jouent les neutrinos dans le cosmos. Bien que les neutrinos soient difficiles à détecter ou à capturer, ils sont abondants dans l'univers. Par exemple, pendant que vous regardez cette vidéo, environ 100 milliards de neutrinos traverseront chaque centimètre carré de votre corps. Mais vous ne sentirez pas leur entrée ou leur sortie. Ces minuscules particules proviennent des feux nucléaires produits par les étoiles, des explosions de supernovas, de la désintégration radioactive des rayons cosmiques et d'autres sources. Les neutrinos peuvent passer inaperçus parce qu'ils n'ont aucune charge électrique et presque aucune masse. Parce qu'ils sont 6 millions de fois plus légers qu'un électron. Ils n'interagissent pratiquement jamais avec la matière et voyagent presque à la vitesse de la lumière. C'est parce que les neutrinos sont insaisissables que beaucoup les comparent à des fantômes. Bien sûr, si vous faites des efforts, vous pouvez capturer des neutrinos, mais vous devez faire de gros efforts. Plusieurs expériences antérieures, dont les détecteurs japonais Super Kamiokande, le mini-bone de Fermilab et le détecteur antarctique IceCube, ont détecté des neutrinos. Elles ont toutes utilisé une technique connue sous le nom de rayonnement Cherenkov, qui est une méthode indirecte de détection des neutrinos. Voici l'idée de base de l'utilisation de la méthode Cherenkov pour détecter les neutrinos. Un bang sonique est produit lorsqu'un jet vole plus vite que la vitesse du son. De même, lorsqu'une particule se déplace à la vitesse de la lumière dans un milieu qui ralentit la lumière comme l'eau, elle laisse derrière elle une faible lueur bleue. Les scientifiques détectent la lumière produite lorsqu'un neutrino entre directement en collision avec un noyau atomique. Toutefois, cette approche ne détecte que les traces de neutrinos lorsqu'ils traversent la Terre en provenance du Soleil. Elle ne fournit par exemple aucune information sur le type de neutrino à haute énergie généré lorsque des particules entrent en collision, comme on le voit dans les accélérateurs de particules tels que le LHC. Le LHC ne peut pas détecter les neutrinos par lui-même. Cela est dû en partie au fait que le collisionneur utilise des aimants pour entraîner des particules autour d'une trajectoire circulaire de collision avec des détecteurs placés le long de ces courbes. Comme ces signaux magnétiques n'interagissent pas avec les particules sans charge comme les neutrinos, ils dépassent le bord de la trajectoire du détecteur. Pour examiner ce phénomène, les scientifiques de la coopération Phaser ont développé le Phaser NU, une technique révolutionnaire de détection des neutrinos. Ce Phaser NU
est construit à partir de solides plaques métalliques de plomb et de tungstène prises en sandwich entre certaines couches de détection de la lumière connues sous le nom d'émulsion. La première étape consiste à faire entrer les neutrinos en collision avec les noyaux atomiques de plaques métalliques, ce qui donne lieu à des sous-produits de particules. L'étape suivante sera connue des photographes expérimentés. Lorsque les particules traversent les couches d'émulsion, les sous-produits de l'émulsion réagissent avec les sous-produits de neutrinos, imprimant ainsi les formes des particules. Lorsque les chercheurs ont développé l'émulsion et examiné les traces de particules laissées, ils ont découvert que certaines des marques étaient causées par des neutrinos. En fait, ils ont pu distinguer laquelle des 3 saveurs des particules neutrinos ils avaient découvertes. Ces saveurs sont le tau, le muon et l'électron. Cette découverte a confirmé qu'ils avaient choisi la bonne position dans l'anneau massif du LHC pour capter les neutrinos et que leurs détecteurs innovants étaient capables de les détecter. Phaser NU surpasse l'expérience précédente à plusieurs égards. Par exemple, le Super Kamiokande nécessite 50 000 tonnes d'eau, mais Phaser NU ne pèse que 29 kg. Vous vous souvenez que nous avons dit qu'il existe 3 types de neutrinos? Les neutrinos tau sont les plus rares et les plus difficiles à détecter. En fait, avant l'arrivée de Phaser NU, les neutrinos tau n'ont été observés que 10 fois. La première fois, il y a environ 20 ans. Phaser NU est suffisamment puissant pour détecter de nombreux types de neutrinos, mais il peut également faire la différence entre les neutrinos et les antineutrinos. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Les antineutrinos sont simplement des neutrinos avec une charge opposée. Comme vous vous en souvenez peut-être, les neutrinos n'ont pas de charge. Bien que cette information semble contradictoire, les neutrinos et les antineutrinos n'ont pas de charge électromagnétique. La charge opposée représente le nombre de leptons d'un neutrinos, qui est un type de nombre quantique utilisé pour expliquer les caractéristiques des particules subatomiques. Il existe de nombreuses questions concernant les neutrinos auxquelles les scientifiques n'ont pas encore de réponse, comme la distinction entre un neutrino et un antineutrino. Mais Phaser NU les aidera à en apprendre davantage sur les neutrinos. L'équipe de Phaser NU a déclaré vouloir passer en 2022 à chasser et attraper 10 000 neutrinos ou plus. Certaines de ces réponses permettront d'expliquer des problèmes tels que l'origine de la matière et la raison pour laquelle une si grande partie de celle-ci est sombre. On pourrait penser que lorsque les scientifiques observent les supernovas, ils regardent vers le ciel. Vous serez surpris d'apprendre que les astronomes ont récemment examiné les arbres à la recherche d'indices dans leur quête pour en savoir plus sur les supernovas et cherchent dans les cernes des arbres des preuves de supernovas antérieures. Mais quel est le lien entre les arbres sur Terre et les supernovas qui se sont produites à des milliards de kilomètres et il y a des milliards d'années? Lorsqu'une étoile meurt, cela se produit généralement de manière spectaculaire, avec une explosion et la dispersion des matériaux extérieurs de l'étoile dans tout le cosmos. En conséquence, pendant plusieurs années, l'espace est assailli de rayonnements gamma de haute énergie. Ce que les scientifiques tentent de faire, c'est d'extraire des arbres des preuves de la mort des étoiles. Même s'il y a des milliards d'étoiles dans le cosmos, les supernovas sont extrêmement rares. Bien qu'il soit impossible de prédire à quelle fréquence une étoile peut exploser, selon certaines mesures, notre propre galaxie, la Voie lactée, pourrait connaître 1 à 3 supernovas par siècle. Cependant, la plus récente de l'histoire s'est produite il y a plus de 400 ans. Robert Brackenridge, géoscientifique à l'Université du Colorado à Boulder, et ses collègues ont découvert ce qui semble être l'empreinte des cercles d'arbres d'une supernova ancienne proche remontant à 40 000 ans. Selon l'étude, 4 supernovas sont passées suffisamment près de la Terre au cours des 15 000 dernières années pour laisser leur empreinte sur les arbres. Alors comment cela fonctionne-t-il exactement? La quantité d'un isotope radioactif du carbone appelé carbone 14 ou radiocarbone fournit la clé. Le radiocarbone est présent sur Terre à l'état de trace par rapport aux autres isotopes naturels du carbone. Le radiocarbone est produit dans la haute atmosphère à la suite d'un bombardement de rayons cosmiques. Lorsque les rayons cosmiques pénètrent dans l'atmosphère, ils se mélangent aux atomes d'azote locaux, provoquant une réaction nucléaire qui produit du radiocarbone. Comme les rayons cosmiques traversent continuellement l'espace, la Terre obtient un approvisionnement plus ou moins constant en radiocarbone. Et si vous savez où chercher, vous pouvez découvrir du radiocarbone. Par exemple, on peut en trouver naturellement dans les cernes des arbres et de temps à autre, un pic important de radiocarbone apparaît dans les cernes qui diminue avec le temps. L'activité solaire étant une source bien connue de rayons cosmiques,
Ces pics sont généralement interprétés comme des preuves d'éruption et de tempêtes solaires. Chaque année, les arbres qui ne se trouvent pas près de l'équateur poussent pendant les mois tempérés mais entrent en dormance en hiver. Ce cycle de croissance et de non-croissance développe un anneau à l'intérieur du bois qui constitue l'arbre que l'on peut sentir. Les anneaux les plus proches de la surface de l'arbre seront les plus récents et ils mûrissent à mesure que l'anneau se rapproche du centre. L'âge d'un arbre peut être déterminé en comptant les cernes. Les archéologues peuvent utiliser le motif des cernes du bois découverts dans d'anciennes constructions pour identifier la date de leur formation. Breckenridge a utilisé ces informations pour prédire ce qui arriverait aux anneaux des arbres en cas de supernova. Il a fait valoir qu'une supernova proche émettrait des quantités massives de rayonnement gamma. Pour vérifier la validité de la théorie de la supernova, la radiocarbone intégrée par un arbre rendra les anneaux plus radioactifs les uns que les autres. Breckenridge et ses collègues ont passé au peigne fin des archives dressant une liste de supernovas connues au cours des 40 000 années précédentes. Ils ont pu suivre la supernova grâce au reste de nébuleuses qu'elle a laissé derrière elle. Puis ils ont comparé cette liste à l'enregistrement des pics de radiocarbone et des anneaux d'arbres de la même période. Qu'ont-ils appris? Eh bien, les moments des pics de radiocarbone semblent avoir coïncidé pour les 8 supernovas les plus proches de la Terre. La supernova Vela, qui a explosé il y a environ 12 300 ans, à une distance de 800 années-lumière de la Terre, correspond à une augmentation de 3% du radiocarbone, tandis que la supernova G114,3 plus 0,0,3, qui a explosé il y a environ 7700 ans, à une distance d'environ 2300 années-lumière de la Terre, correspond à une augmentation de 2%. Il y a aussi la Vela Junior, qui se serait produite il y a environ 2800 ans et qui a provoqué un pic de radiocarbone de 1,4% sur la Terre. Ils ont également découvert la supernova HB9 qui s'est produite il y a 5400 ans à une distance comprise entre 1000 et 4000 années-lumière et qui correspondait à une augmentation de 0,8% des niveaux de radiocarbone. Les scientifiques tentent maintenant de valider la découverte de Breckenridge. Ils espèrent que l'approche des cercles d'arbres les aidera à déterminer la date de nombreuses supernovas difficiles à dater. Ils en apprendront également davantage sur la façon dont les étoiles meurent. Faites-nous savoir ce que vous pensez des mystères de l'univers dans la boîte des commentaires ci-dessous.